Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes, vous êtes sur ESAE TV et c'est votre émission Tour du monde en 52 minutes. Cet après-midi, nous nous rendons en Éthiopie, puis au Royaume-Uni, en Chine et au Japon et nous allons clôturer, si le temps le permet, par Haïti. Cet après-midi, je reçois pour vous Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonjour, mesdames. Également avec nous, Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales. Bonsoir. Bonjour. L'Éthiopie, c'est le premier sujet de cet après-midi. Le pays manifeste sa volonté d'adhésion au BRICS. Pourquoi nous serons avec nos invités de cet après-midi? Alors, plusieurs pays africains frappent à la porte des BRICS, dont l'Éthiopie. Hamzat. Oui, nous sommes dans une dynamique, une nouvelle dynamique économique qui ouvre la porte d'autres perspectives. Et les BRICS entrent dans ce courant d'idées à travers une nouvelle proposition et constitue aussi une alternative au dollar qui a pendant longtemps été une hégémonie dans la sphère économique et financière mondiale. Les États africains frappent aux portes des BRICS, c'est normal parce que quand on fait l'état financier et économique depuis 1960, on peut se rendre compte que les accords de Bretton Woods après 1945 n'ont pas foncièrement aidé les États africains à atteindre leurs objectifs, du moins économiques et financiers. Et ça pose un grave problème face à l'avenir, puisque le rôle du levier économique au sein du développement est un rôle clé et capital. Si après 60 ans, les États africains ont réalisé qu'en réalité, la mondialisation qui a été fabriquée de toutes pièces axée autour du dollar, surtout quand il s'agit de politique économique et financière, alimentée aussi par le pouvoir de ces deux grands mastodontes que sont le FMI et la Banque mondiale, qui ne servent finalement plus les intérêts des États en développement, eh bien, il fallait trouver une alternative. Et je crois que cette alternative est arrivée au très bon moment. Nous sommes à un moment où la crise frappe de plein fouet le monde et particulièrement aussi l'Afrique. On a évoqué la crise sanitaire du Covid au début des années 2020. Ensuite, la crise en Ukraine qui a eu des répercussions mondiales puisque cette crise est une crise mondialisée. En mettant en jeu et en exergue plusieurs autres paramètres, le paramètre économique, le paramètre alimentaire, le paramètre énergétique et j'en passe. Et quand on prend tout cela, eh bien, il faudrait bien entendu trouver le point de sortie pour les États africains et le BRICS tombe au très bon moment. Maintenant, pourquoi ces États, notamment l'Éthiopie, frappent aux portes des BRICS? Déjà, le sommet des BRICS s'annonce en août prochain. Et il faut être là au bon moment. Et c'est ça le bon moment. En août, c'est le bon moment. Donc, il faudrait vraiment être présent en août pour participer à ce sommet et par la même occasion trouver les moyens de convaincre surtout les membres fondateurs des BRICS
pour éventuellement avoir une part du gâteau au sein de l'organisation. Alors Joël, dites-nous un peu, on sait que le groupe est resté pendant longtemps fermé avec comme seul pays africain l'Afrique du Sud. Alors dites-nous un peu pourquoi cette envie soudain de l'Éthiopie? Non, Hamzat l'a un peu expliqué déjà. En principe, c'est les regroupements qui sont de saison et donc l'efficacité de la présence d'un pays se mesure aussi en partie par son non-isolement. Et donc si les BRICS constituent cette alternative, cette possibilité d'intégrer un regroupement assez visible, assez fort, il n'y a pas de raison que certains pays s'abstiennent de tenter leur chance. Et les BRICS, finalement, ont montré quelque peu leur efficacité, sinon leur intérêt sur la scène internationale par rapport au G8 ou même au G27, donc le G8 élargi, où c'est plutôt les Occidentaux qui dictent leurs lois, c'est le libéralisme, que ce soit Davos et autres là. Bon, donc, et quand on a fini avec les non-alignés, quand on a fini même avec l'OPEC d'une certaine manière, c'était le regroupement économique le plus abouti. Aujourd'hui, les BRICS, en embrayant sur la question monétaire, et posent une question fondamentale. Et là, ça ne saurait laisser indifférents les pays qui estiment avoir leur mot à dire. Et on s'étonne d'ailleurs que le Nigeria, peut-être par concurrence avec l'Afrique du Sud, n'a pas pu pointer. N'a pas encore pointé le bout de son nez, parce que théoriquement, en principe, c'est la première puissance économique africaine. Et donc, qui dit Éthiopie va se dire bientôt, pourquoi pas, l'Égypte et le Nigeria en tant que puissance militaire politique, mais également économique. À contrario, il y a des pays qui avaient tenté leur je ne vais pas dire leur va-tout, mais qui ont essayé de tirer les marrons du feu à leur manière à l'époque. C'est le Maroc, par exemple. L'Algérie aussi. Oui, l'Algérie, mais le Maroc encore plus avec des accords d'association avec l'Union européenne. Et donc, on voit aussi que de l'extérieur, ces regroupements choisissent d'agréger et selon leur convenance, qui ils veulent, qui les intéresse. Pas tout le monde, l'invitation n'est pas adressée à tout le monde, même si c'est en termes d'intégration subalterne au marché international. Voyez-vous, tout ce qui s'est fait, je parlais du G7, du G20, donc il y a des agendas spécifiques. Et si les BRICS en ont, ce n'est qu'un juste retour des choses. Et nous sommes plus que jamais de plein pied dans un monde porté par la dynamique multilatérale multilatérale et non plus bipolaire, oui, ou encore moins unilatérale, tel qu'on l'a vécu avec l'effondrement du mur de Berlin. Alors, Hamza, dites-nous un peu, nous savons tous que l'Éthiopie est un peu perçue comme un pays de dictateur, un pays de dictature, pardon. Croyez-vous que cet aspect pourra être favorable à son adhésion? Quand je parle de dictature, suivez quand même mon regard. Alors, l'Éthiopie est un pays de dictature. C'est pas moi qui le dis. Je préfère prendre ça avec beaucoup de pincettes parce que la démocratie, elle est relative. Et eu égard à l'histoire politique et sociologique de l'Éthiopie, je pense que c'est un peuple qui est déjà très résilient, mais qui a connu une histoire aussi très forte. C'est la seule nation à n'avoir jamais été colonisée en Afrique. Donc, eu égard à tous ces aspects, je suis assez prudent sur la question de la dictature, voyez-vous. Pour répondre à votre question, en réalité, je crois que l'entrée de l'Éthiopie, ce n'est pas encore d'actualité, il faut être clair là-dessus. Ils manifestent leur volonté. Une volonté manifeste. C'est déjà bien de manifester. Absolument, parce que quand vous prenez les BRICS dans leur ensemble, en réalité, c'est un regroupement face à la domination de l'Occident. Et historiquement aussi, ce n'est pas la première fois où c'est arrivé. Mon confrère a bien fait de le souligner en évoquant les non-alignés, le mouvement des non-alignés, qui était aussi un mouvement censé être un regroupement pour contrer la domination et l'hégémonie occidentale.
Et ce mouvement des non-alignés, Staline et précédemment Lénine avaient su bien trouver le couloir pour pouvoir les exploiter à bon escient. Et ça se répète parce que vous voyez au sein des BRICS, nous avons encore la Russie, une nouvelle fois, qui se mue en réalité comme étant cette nation qui représente les nations du Sud globalement, qui sont, je vais dire, enfin, malmené, on va le dire clairement pas. Ça au moins vous acceptez, hein? Bien sûr, par l'Occident. Donc, se regrouper pour faire face à la domination de l'Occident, ça c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, l'Éthiopie, vous le savez, a une économie qui est en pleine croissance malgré les différentes crises que le pays a traversées, dernièrement la guerre avec les voisins. Eh bien, la dynamique... Et en interne également aussi. Et en interne également, les fractions politiques, ethniques et tribales continuent. Mais malgré tous ces pépins, l'Éthiopie a une dynamique et une croissance qui sont exploitables. Mais cela ne peut pas se faire sans, bien entendu, un ensemble économique et financier assez solide et viable, comme les BRICS. Et l'alternative, comme je le disais, au régime de Bretton Woods, c'est les BRICS aujourd'hui, puisque ça ne met plus en avant la puissance du dollar ou du pétrole, comme c'était le cas il y a quelques années, mais ça met plus en avant l'économie à l'interne de ces États et ensuite met en avant les perspectives pour que ces États puissent trouver des sorties viables et pérennes par rapport à leur situation économique. Et cela étant, je finirai là-dessus en disant, l'Éthiopie gagne à entrer dans les BRICS, ça s'entend, mais les BRICS aussi gagnent à faire entrer d'autres nouveaux États au sein de leur regroupement, sinon ça va ressembler à une secte fermée, au sein duquel les intérêts privilégiés ne concernent que quelques 5 États, et ça risque d'être problématique si on veut vraiment se constituer en tant que mouvement de contre-socialisation vis-à-vis du modèle européen. Il faudrait trouver le canevas pour intégrer les autres États, notamment les États en développement, tels que, pourquoi pas, le Nigeria, qui aujourd'hui constitue, qui constitue aujourd'hui le troisième, une force à ne pas négliger. La troisième puissance démographique, je vais y arriver, au monde. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est une force que les BRICS pourraient véritablement bien exploiter. Voilà, alors, quels sont les autres éléments qui peuvent militer en faveur de l'Éthiopie pour son adhésion à ce grand regroupement, Joël? Non, je crois que l'Éthiopie a fait l'évaluation de ses avantages et inconvénients. Et pendant longtemps, c'était quand même le chouchou des États-Unis. Et tout régime plutôt de gauche qu'il était politiquement, enfin, il est issu de... Il s'est établi sur les cendres du marxisme-léninisme. Et donc, une fois qu'ils ont pu rejeter les soviétiques de l'époque, les Américains les ont accueillis à bras ouverts, les ont enlacés même, et avec le Rwanda, parce qu'on ne le dit pas assez, l'Éthiopie et le Rwanda étaient les détachements avancés de la politique africaine des États-Unis. Et on ne se gênait pas, on ne se privait pas de souligner les succès économiques paradoxaux de l'Éthiopie. C'est par rapport à l'image de la misère des années 80, 90, l'image de la guerre, Hamzat parlait de peuples résilients. Et effectivement, ils remontent très loin. Non seulement ils ont pu rejeter la colonisation italienne, mais face à un sort qui n'a pas été des plus heureux, le pays tient toujours. Et donc aujourd'hui, c'est une Éthiopie probablement sûre d'elle-même, de ce qu'elle peut apporter sur le plan international, mais déjà sur le plan régional, elle l'a démontré en procédant rapidement ou en étant le parrain du règlement d'un certain nombre de conflits qui n'en finissaient pas, à commencer d'abord par la guerre contre son propre voisin, l'Érythrée. Même si paradoxalement à l'intérieur, le fédéralisme a connu... par là? Non, le fédéralisme a eu grand mal récemment avec la guerre entre les Tigréens et les gens et les Oromo, quoi. Bon, donc si l'Éthiopie
n'est plus à bonne école avec les Occidentaux, il lui faut rapidement aller s'insérer quelque part, parce que vous avez commencé en parlant de dictature, oui, alors, de massacre horrible. Non, c'est l'image qui est véhiculée. Voilà, d'accord. Donc si l'Éthiopie n'a que faire de ça, enfin, le BRICS d'abord, c'est un regroupement de leaders. Et ce qui est intéressant, c'est de mettre ce leadership-là au service des puissances effectives de ces pays-là. Et on voit que ce sont des pays qui, militairement, sont bien assis, économiquement, peuvent également avoir voix au chapitre. Et donc, toute la question, au fond, n'est pas celle des droits de l'homme, celle de la démocratie pour l'Éthiopie, mais celle de son poids économique, de ce qu'elle peut représenter, quelque chose de substantiellement incontournable. Et là, je pense que l'Éthiopie, vu son positionnement géographique et autres, ne peut qu'être intéressant. Peut-être qu'on assistera à un BRICS qui va intégrer régionalement quelques puissances émergentes. On parlait du Nigeria, de l'Égypte. Si le Maroc le veut, à moins qu'elle préfère aller... C'est un peu compliqué au niveau de l'Afrique du Nord. Non, mais... On attend de voir. Le Maroc a plus sa tête vers l'Occident. Mais bon, il y a la réalité de la Méditerranée, autour de laquelle beaucoup de choses aussi peuvent se faire. Si les Balkans finissent par retrouver une certaine stabilité, peut-être assisterons-nous aussi à quelque chose là, et puis quelque chose d'autre au niveau de la mer du Nord. Donc, finalement, c'est la flexibilité dans les relations internationales, dans les regroupements. Donc, chacun y va, choisit son menu, et puis constitue un peu ce qui lui permet de continuer d'avoir la tête hors de l'eau sur la scène internationale. Et la cour intérieure, c'est strictement interne. Alors, pour sortir du premier sujet de cet après-midi, Hamzat, nous savons que l'une des conditions pour qu'un pays puisse avoir envie d'adhérer au BRICS est d'avoir une envie également de faire des réformes au niveau des institutions internationales, comme vous l'avez dit tout à l'heure, telles que le FMI et la Banque mondiale. Alors, croyez-vous que, comme l'a si bien expliqué Joël tout à l'heure, quand on sait quand même que l'Éthiopie était quand même le petit bébé des États-Unis, est-ce que l'Éthiopie pourrait à même brûler l'impolitesse à ces institutions-là pour finalement adhérer au BRICS? Je pense que l'Éthiopie n'est pas du tout prête pour faire un bras de fer avec l'Occident ou les institutions de Bretton Woods. Non, je crois que l'Éthiopie a plus à gagner à agir de façon intelligente. Agir de façon intelligente reviendrait à faire quoi? À jouer au jeu de l'équilibre ou de l'équilibriste, si vous voulez. C'est-à-dire, il ne faut pas signifier de façon manifeste à l'autre partie que vous voulez les quitter, mais de l'autre côté, il faudrait continuer à faire la cour à l'autre partie pour insister sur votre entrée. Et ça, c'est au niveau de la finalité que tout va se jouer, parce que si à la finalité, il est constaté que vous vous investissez plus du côté des BRICS que du côté des institutions de Bretton Woods, eh bien... On pourrait vous trouver quelque chose. C'est beaucoup plus simple comme ça. Mais s'il faut aller au bras de fer, vous avez tout à perdre en réalité à aller au bras de fer contre les institutions de Bretton Woods. Oui, parce que derrière Bretton Woods... Ces super grands qui constituent les BRICS, eux-mêmes, ils ne sont pas en porte-à-faux avec ces super grands, hein, Banque mondiale, FMI. Hein, ah non, ils sont de connivence d'ailleurs, parce que quand on évoque Bretton Woods, c'est derrière les États-Unis et ensuite les États de l'Europe en ligne de mire. Donc c'est surtout ça. Donc il faudrait miser plus sur une stratégie qui puisse jouer sur l'équilibrisme, et cet équilibrisme serait salvatrice. Moi je le trouve ainsi, et je crois que l'Éthiopie a tout à gagner en réalité à jouer ce jeu-là. Nous sommes au sein d'une sphère où le jeu international est en train de changer. Les intérêts internationaux aussi sont en train de muter, et de façon fondamentale. On a vu à travers la guerre en Ukraine, on a vu comment les États africains ont manifesté, pas un rejet, mais beaucoup plus une méfiance vis-à-vis de la prise de position à la fois de la partie occidentale qui soutient l'Ukraine et de l'autre côté qui soutient la Russie. Donc les Africains ont été très mesurés et très méfiants. Cela voudrait dire que techniquement une chose,
que nous sommes à une ère où les Africains ont la possibilité, quand je parle de l'Afrique, j'inclus le Sud entier. Ils peuvent être des faiseurs de roi. Hein. Absolument. Mieux, les Africains peuvent prendre désormais leur destin en main. Et prendre son destin en main reviendrait à une chose capitale. Prendre la couronne, je vais dire, de l'économie et des finances à son propre compte. C'est la première règle pour véritablement aller vers l'indépendance. D'accord. Alors, deuxième sujet de cet après-midi, Royaume-Uni, expulsion des migrants vers le Rwanda. La justice britannique livre son son de cloche. Alors, Boris Johnson, Premier ministre, déclarait, je cite, « Le Royaume-Uni n'enverra pas des demandeurs d'asile au Rwanda » et c'est le contraire que nous observons aujourd'hui. Oui, bon, je crois que la parole de Boris Johnson compte pour peu. On l'a vu par rapport au Brexit déjà, et donc c'est pas forcément une référence. Par contre, on savait que c'était dans les tuyaux déjà, et le Rwanda ne s'est pas dédié. C'est pour moi ce qu'il faut retenir, parce que les récriminations, elles étaient attendues, elles étaient classiques dans la sphère européenne, mais de la part du chantre, d'un chantre de l'unité africaine, voire de la dignité de l'Afrique. Qu'est-ce qui allait se passer? Bon, on constate que les faits sont désormais avérés, que le Rwanda s'engage dans cette nouvelle dynamique qui semble jurer, en tout cas, avec ses professions de foi, avec l'image qu'a voulu afficher, l'image d'indépendance qu'a voulu afficher le président Kagame. Mais se faire tout d'un coup, oui, à la limite le vassal, pour ne pas dire le sous-traitant d'une question comme l'immigration, c'est crucial. Honore-t-il vraiment le Rwanda? Quel est le message que le Rwanda veut envoyer? Jusqu'à quel point ne comprenons-nous pas le Rwanda? C'est la petite réserve que j'y mettrais pour ne pas condamner tout de go. Voilà. Alors, l'actuel Premier ministre, lui, par contre, il a préféré la sous-traitance, c'est-à-dire continuer toujours dans cette logique d'envoyer des migrants du côté du Rwanda. Alors, quelle réaction vous avez, vous, en tant qu'expert en relations internationales? Il faut noter que l'actuel Premier ministre, il est issu du Parti conservateur, donc il est un peu la queue de comète de la politique de Boris Johnson. On ne peut pas le nier non plus. Mais moi, je considère que la sous-traitance en matière du droit des réfugiés, c'est un crime contre le droit international. Parce que quand un réfugié réclame ou demande ce droit d'asile que lui donne de facto en réalité le droit international, en tant qu'État responsable, en tant qu'État démocratique, comme on aime souvent le dire, respect des droits de l'homme, en évoquant les pays occidentaux comme étant la maison mère la maison mère du respect des droits de l'homme, etc. Parce que la litanie, on ne pourrait pas en finir par rapport à ça. Eh bien, à contrario, et paradoxalement d'ailleurs, on se rend compte qu'en 2023, ces États dits mère patrie de la démocratie, des droits de l'homme rejettent systématiquement des peuples qui fuient la guerre chez eux, guerre d'ailleurs causée par qui vous savez. Donc, non, moi je ne sais pas, je sais pas. Non, sauf si Joël et toi, vous allez me dire qui sont les responsables cet après-midi. Ça pourrait faire l'objet de notre débat. Dans notre débat, d'accord. Mais c'est des gens qui fuient la guerre, qui fuient des crises chez eux, des crises économiques, par ailleurs causées par tout ce que vous savez comme étant la mondialisation, la décolonisation, la chute du mur de Berlin, qui ont à eux tout seuls créé l'ébranlement du système post-indépendance dans ces pays du Sud et même dans les pays du monde arabe. Donc, ces gens fuyant ces multiples crises se retrouvent en Europe pour tout de même sauvegarder leur intégrité, sauvegarder leur honneur et reconstituer leur famille, reconstituer leur avenir en se basant sur le statut de réfugié. Mais malheureusement, en 2023, demander le droit au refuge en Europe, c'est comme si vous demandez le droit à vous faire châtier. Et c'est ça ce qui est dramatique. On a eu des États pendant très longtemps qui ont fait la leçon aux Africains par rapport à ce que les droits de l'homme, à ce que fut ou ce que sont les droits de l'homme. Et manifestement aujourd'hui, les règles ont changé. Est-ce que c'est l'exploitation d'une certaine politique
européenne. J'évoquais tout à l'heure le Parti conservateur qui, par ricochet, est allié aux idées nationalistes, aux idées, je vais dire, du renfermement sur soi, anti-immigration et j'en passe. Est-ce que finalement ce n'est pas une politique qui a finalement pris le dessus en Europe en termes de pensée? Et je finirai là-dessus en disant le poids de l'argent dans cette histoire est important. Ouais. Si le Rwanda a accepté d'être le sous-traitant, c'est parce qu'il y a eu le poids de l'argent. Le poids de l'argent a été conséquent. Et je me demande finalement que veut la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne propose par personne 200 000 livres sterling. Or, en réalité, ça coûte encore plus cher que si vous accueillez le réfugié sur votre territoire. Finalement, c'est une politique de l'incompréhension totale qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et je suis satisfait de cette décision de la justice et j'espère que même s'ils feront appel plus tard, qu'ils seront face à un nouveau mur, le mur de la vérité et de la justice. Alors justement, parlant de la justice britannique qui a décidé de prendre possession de ce projet, est-ce que ce n'est pas là le premier revers que le Premier ministre, l'actuel Premier ministre britannique essuie? Oui, forcément. On est réellement sur le terrain des valeurs, et pas seulement celles des valeurs en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Il y a quand même des valeurs humanitaires, et c'est à l'honneur de la justice britannique d'avoir rappelé la tradition, d'avoir rappelé ce qui est l'essence même de la civilisation occidentale. Et donc, si les gouvernements, de manière opportuniste, se réunissent, faut pas s'étonner qu'ils essuient des revers à la petite semaine. Et bon, ils peuvent s'en accommoder. On est même dans l'incohérence avec le coût économique de ces transferts-là. Mais moi, comme je disais, j'en ai presque fini avec l'Occident sur ces questions-là, parce qu'on n'est plus à une contradiction près. Donc c'est à la petite semaine que nous aurons des contradictions, des revirements des revirements idéologiques. N'ayons pas peur des mots, parce que pendant longtemps, c'était un corpus, c'était un capital de valeur à prendre ou à laisser. On démontre aujourd'hui que c'est variable, qu'à la tête du client, selon les circonstances, donc on peut moduler ça. Et fort heureusement, il y a la maison justice qui tient et qui a pu rappeler aux décideurs, en cas aux gens qui tiennent l'exécutif, qu'il y a un minimum de conduite, un minimum de dignité à observer, même face à ces questions cruciales-là. Bon, et moi, je voudrais savoir qu'est-ce que le Rwanda compte faire de l'argent, quel va être son génie. Vous êtes sérieux là? J'observe que les gens font du business à tout va, qu'on peut avoir une économie de développement basée sur le pillage de ses voisins. Et que peut-être on s'en va sur le chemin du recyclage des réfugiés, qui sont même des réfugiés économiques. D'accord. Bon, mais à l'arrivée, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Quelle est la leçon? Yes. Alors, Hamzat, lorsque la justice britannique déclare, je cite, « Les demandeurs d'asile ne seraient pas pleinement en sécurité au Rwanda », tout porte à croire que les juges n'ont aucune confiance aux autorités de Kigali. C'est assez pas clair. Moi, c'est les juges, c'est les juges britanniques. Déjà, il rappelle un point du droit international, un réfugié. on doit encore être heureux que c'est la seule alternative aujourd'hui pour la défense du droit international reste encore la justice. C'est ce qui n'a pas encore été touché en Occident. Pour l'instant, ça peut changer, comme l'a dit mon confrère, parce que visiblement, c'est en fonction de l'évolution des politiques que les camps changent d'idées et d'idéologie. Ça pourrait arriver à tout moment, mais pour l'instant, on peut s'en réjouir. Le Rwanda, on le sait, c'est vrai. On connaît les prouesses économiques du pays, on connaît aussi la volonté et la langue du chef de l'État par rapport à sa politique mettant en exergue le développement d'un petit État qui est parti de rien visiblement, ou du moins c'était parti d'un génocide, d'une guerre fratricide, et qui a su tout traverser. C'est très mirobolant comme image, voyez-vous. C'est un pays qui est prospère. Ça, c'est l'image qu'on nous sert. C'est l'image qui est servie.
Et on ne peut pas le nier. Le Rwanda a pas mal de points positifs en matière de développement, en matière de finances, en matière d'investissement. Mais en matière de et droits j'en de l'homme. passe. Mais en matière de droits de l'homme, le bas blesse. Une démocratie n'est pas partielle. La démocratie doit être totale. Pour être une démocratie, pour être une image qu'on doit vendre, il faut que ce soit total et non partiel. Là, en matière de droits de l'homme, ce n'est vraiment pas le bon exemple. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, en matière du traitement même des politiques opposants au Rwanda, c'est le désastre aussi. Alors, la question est toute simple, c'est une équation. Est-ce qu'un État qui maltraite ses opposants sur son propre territoire, est-ce qu'un État qui, en matière de droits de l'homme, n'est pas du tout un exemple, peut recueillir sur son territoire des réfugiés qui fuient chez eux la guerre, qui fuient chez eux les crises économiques, qui fuient chez eux le dégât causé par le changement climatique, etc. Est-ce que ce pays a les ressources techniques, morales et idéologiques pour y faire face? C'est là la vraie question. Et je crois que c'est face à cette question que la justice britannique a tranché. Mais les politiques continuent de le dire haut et fort, surtout les conservateurs, continuent de le dire que l'alternative pour désengorger les réfugiés en présence en Grande-Bretagne, c'est de les envoyer au Rwanda. Mais ce n'est pas vrai. Okay. Ce n'est pas vrai dans la mesure où la finalité constitue à ce qu'ils dépensent encore plus pour sous-traiter avec le Rwanda. Et finalement, moi je me dis, et je finis là-dessus, je me dis que l'Occident, en tout cas, ce qui constitue la civilisation occidentale, est arrivé à un point de non-retour. Le déclin s'annonce. Mais il y a encore de l'espoir. L'espoir se concentre aujourd'hui en la justice, qui, en tout cas, tente de rester impartiale. Alors, justement, Joël, aujourd'hui, on assiste quand même à un certain rétropédalage quand on sait quand même que la Haute Cour de justice du Royaume-Uni avait quand même eu à valider ce texte. Pourquoi ce rétropédalage aujourd'hui? Peut-être qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à de meilleurs sentiments. Peut-être qu'il y a des poussées au niveau de la société britannique pour rappeler... Non, l'ensemble de la société britannique pour rappeler quand même quelle est l'identité, quel est le corpus de valeurs auquel on est adossé. On ne peut pas se satisfaire de ce genre de solutions, de gestionnaires ou de mercantilistes. Et donc, et je le répète, c'est à l'honneur de la justice et finalement de la société britannique que de se signaler au moins par ce arrêt-là. Et les décideurs vont probablement faire autre chose, vont mettre devant le fait accompli et nous aurons à gérer la suite. Mais c'est complètement la négation du droit d'asile. Et heureusement que la justice vient rappeler qu'un des critères d'examen du droit d'asile, c'est de s'assurer que le pays vers lequel on est en train d'envoyer éventuellement un réfugié remplit les conditions humanitaires, rassure sur le minimum de ce point de vue-là. Sinon, ce serait tombé de Caraïbes dans Scylla. Donc les gens n'ont pas fui leur pays, peut-être même un pays voisin, pour retomber dans ça. Pourquoi n'aurait-il pas fait plus court? Oui. Donc, on assiste là vraiment à une mascarade, simplement. Alors, et donc, je crois que c'est beaucoup plus... Les débats vont se poursuivre au sein du Parlement, ça c'est sûr. Au sein du Parlement de la société britannique. Et c'est là qu'on va voir encore la persistance des valeurs démocratiques et humanitaires. Mais, à contrario, au Rwanda, nul débat qui soit. Justement. Alors, du côté de l'opposition, ils ont quand même dénoncé cette pratique tout au long de ce processus. Est-ce que c'est une petite, même si elle est infime, est-ce que les opposants peuvent se frotter les mains et dire que c'est quand même une victoire qui n'est pas négligeable? Écoutez, toute défaite de l'autre côté arrive à satisfaire, c'est la politique bien entendu, arrive à satisfaire les opposants et ça c'est compréhensible. Et on peut dire aussi que les valeurs sur lesquelles le nouveau Premier ministre fut installé sont
des valeurs qui ne sont pas solides. Hein. Et quand vous suivez depuis Boris Johnson, le camp des conservateurs est fragilisé de par leur prise de position, de par leur prise d'opinion et de par leur tentative de réforme hein, qui ressemble à faire un pas en avant et 6 en arrière. Et c'est surtout ça que dénonce l'opposition. Les valeurs fondamentales de ce qu'est la Grande-Bretagne, c'est avant tout le respect des droits de l'homme, c'est avant tout le respect du droit des réfugiés. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire un retour en arrière alors que vous avez autant avancé en matière de réforme des droits des réfugiés en Grande-Bretagne. Et ça, c'est une défaite aussi politique, parce que cette décision judiciaire conforte en réalité la position des opposants par rapport au fait que les conservateurs qui sont au sein du gouvernement gèrent mal le gouvernement. En tout cas, par rapport à cette question, gèrent très mal leur point de vue, gèrent très mal leurs opinions. Et ça, c'est un point notable parce que dans quelques mois, il y aura encore des élections et vous savez, tout partira de la mauvaise, je vais dire, gestion de ce dossier. Si ils perdent à nouveau, s'il y a appel et ils perdent à nouveau cet appel, ça risque d'être un coup judiciaire qui va impacter sur le politique. Et quand ça impacte le politique, ils peuvent en être, enfin, ils peuvent en subir les conséquences lors des élections. Alors c'est vrai, chers internautes, chers téléspectateurs, nous allons quand même faire une petite entorse dans notre émission de cet après-midi. Je ne l'ai pas annoncé, mais on ne peut pas passer à côté de cette actualité très brûlante. Nous avons vu du côté de la France tout ce qu'il y a eu comme émeute tout au long de la fin de la semaine. Alors, réaction, Joël, très rapidement, avant de partir. On voit toujours les difficultés des sociétés occidentales à gérer le fait halogène ou bien simplement le... J'aimerais pas parler d'immigrés parce que c'est des gens qui sont nés en France, hein, qui sont nés sur le territoire européen, qui sont censés on les considère toujours comme des immigrés. Donc, il faudrait que certains se posent des questions. Comme quoi le Sylvie Moyo ne sera jamais baleine dans la mer. N'est-ce pas? Donc, que ça donne autant de boutons à la société française et que même des gens d'un certain niveau n'arrivent pas à avoir de la tenue, on peut dire de la retenue dans leur langage, et indique à quel point ces sociétés sont malades et ne peuvent plus prétendre être des sociétés disposées à faire place à l'étranger, à celui qui souffre, à celui qui est faible. Et donc, les valeurs qui ont été souvent mises en avant pour justifier de la supériorité de l'Occident ou bien de son caractère universel tombent d'elles-mêmes par rapport à ce que nous voyons à ce spectacle-là. Et accessoirement, pour le président Macron, c'est quand même un sacré désaveu. Et c'est quand même relativement la preuve d'une incapacité chronique à avoir une administration républicaine et respectueuse des droits de tout un chacun des citoyens. En France, on insiste sur le statut de citoyen, justement. Et donc, si dans les mairies, si dans les communes, on n'a pas pu faire accéder des jeunes comme ça, parce qu'il a moins de 20 ans, il a 18-19 ans, voilà, et au statut de citoyen, et il y a de toute évidence un échec global des politiques publiques à prendre en compte ces jeunes-là, à leur offrir des perspectives, à être eux-mêmes respectueux de la loi. Un jeune qui est effectivement récidiviste par rapport aux tentatives d'arrêt ou d'arraisonnement de la police renvoie à d'autres problèmes. Alors, c'est une société malade. Et oui, c'est vrai, la société française est malade. Alors, très rapidement, Joël, dites-nous, ces manifestations... Hamzat, dites-nous un peu, est-ce que très rapidement, avant de passer au troisième sujet de cet après-midi, est-ce que ces nouvelles manifestations en France ne nous montrent pas que la société française serait vraiment au bord du gouffre? Alors, ces nouvelles manifestations ou émeutes ou révoltes, on appelle ça comme on veut. Hein. Ah oui, c'est du déjà vu. 2005, Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, déclarait « On va vous débarrasser de cette bande de racailles ». Et c'était qui cette bande de racailles? C'était les fils de l'immigration. C'était des Français en réalité. Et ça, c'était incompréhensible. Lui-même qui est fils d'immigration également. Pardon?
Non, mais oui, on peut comprendre. Je voulais mettre en avant trois choses, hein. La chute ou oui, je vais être rapide. Très rapidement, ça en fait 10 pas secondes. partie. En 10 secondes, d'accord. Parce que... La chute des politiques françaises à pouvoir créer ce que moi j'appelle une intégration réelle en France. Ça a commencé depuis très longtemps et ça s'est accentué sous Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, ensuite président de la République, et ça ne s'est pas amélioré sous Macron non plus. Donc, il faut voir que ces émeutes ou ces révoltes, ces révolutions sont le signe en réalité que la société française est divisée sur un nombre de choses, sur la question de la citoyenneté, ça c'est assez réel, sur la ghettoisation des peuples issus de l'immigration qui sont reclus dans les banlieues, dans les quartiers éloignés, etc., et qui sont marginalisés de fait aussi, qui n'ont pas accès au même titre que les autres à l'éducation, à l'université, qui n'ont pas les mêmes droits que les autres Français. Pourquoi on peut vous faire, parce que vous avez la couleur noire, vous faites des contrôles de faciès. Ça, c'est un problème qui souligne en réalité que les politiques françaises ont échoué. Deuxième chose, c'est bien entendu la violence policière. La violence policière, on ne le dit pas assez, les policiers sont protégés par l'État. D'accord. Et cet État... je finis très rapidement. Non, Hamzat, non, je ne vais pas te laisser finir parce que si je te laisse finir, nous n'allons pas aborder le troisième sujet de cet après-midi. Je promets aux internautes et aux téléspectateurs que nous allons revenir la semaine prochaine. Alors, troisième sujet de cet après-midi, Japon-Chine, bataille diplomatique au sujet de la libération de l'eau de la centrale de Fukushima. Encore une fois, l'eau divise le Japon et la Chine. Joël. À bon droit, qui ne s'inquiéterait pas qu'un voisin rejette comme ça, commodément, ses eaux, et pas n'importe lesquelles, des eaux issues d'un traitement nucléaire dans un espace maritime commun. Donc la Chine, qui n'est pas si vertueuse que ça en matière d'observation de l'environnement, se signale là en rappelant ce dont on doit s'inquiéter. Et on observe que dans le traitement médiatique de cette affaire-là, il y a des euphémismes pour dire eau faiblement... politique de deux poids, deux mesures. Oui, eau faiblement contaminée. J'aimerais qu'on en parle sur le même registre sémantique à propos de ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Et tout de suite, c'est plutôt l'inverse. Et donc, on se demande finalement quelle est la réalité, qu'est-ce qu'on doit appréhender comme menace. Mais ça montre également les impasses de la politique nucléaire, parce qu'au fond, que ce soit en Russie, que ce soit chez d'horribles dictateurs incontrôlables ou au Japon, au fond, personne ne peut garantir une sécurité, une fiabilité à ce niveau-là. Donc nous sommes obligés de vivre avec, et la Chine saura se faire entendre pour obtenir un minimum de garantie, et cela doit pouvoir arranger le monde entier, que le débat ait lieu sur ça, mais qu'on ne... Et même les citoyens japonais même ont droit... droit à la redevabilité de leurs dirigeants. On ne peut pas se débarrasser comme ça des conséquences de ce qu'on a si inconsciemment développé, sauf le respect des autorités japonaises. 12 ans après la catastrophe, le Japon a longtemps traité les eaux. C'est ceux qui disent, entre griffes. Mais la Chine, qui n'approuve pas cette façon de faire du Japon, qualifie plutôt cela de passage forcé et de mépris. Mais alors, d'autres personnes estiment qu'aujourd'hui, cette nouvelle petite guéguerre entre le Japon et la Chine est en train de prendre une nouvelle tournure, comme pour dire que est-ce que les nouveaux bruits de bottes dans le monde ne viendront pas de ce côté-là? C'est envisageable. Vous savez, le Japon et la Chine n'ont jamais déjeuné sur les mêmes tables, en réalité. Et ça n'a pas cessé. Et ça ne doit pas nous surprendre non plus vis-à-vis de cette question, parce que la solution proposée en réalité par le Japon, c'est de loin la meilleure solution en matière de préservation de l'environnement, puisque le Japon a longtemps discuté durant cette précédente décennie avec les spécialistes de l'AIEA. Et ces spécialistes ont évoqué 3 pistes
La première était déjà de mettre les eaux sous le sol, les enterrer sous le sol. Ça, c'était une option qui n'était pas envisageable parce que c'est des eaux qui sont polluées et qui pourraient avoir des répercussions sur l'environnement direct et immédiat des gens de Fukushima Daiichi. Deuxième option, c'était de procéder à une évaporation de cette eau, et ça aussi, ce n'était pas envisageable. Mais la dernière option, c'était d'attendre le temps que le processus puisse suivre son cours, le processus surtout chimique, pour déverser cette eau contaminée dans l'océan. Alors, c'est la moindre, je vais dire, des impacts en réalité qui étaient envisagés. Et face à cela, la Chine s'est muée en une muraille, comme d'habitude. Quand il s'agit des intérêts communs en Asie, dès qu'on entend le Japon, il faut être toujours contre, il faut toujours s'opposer. Et à chaque fois quand le Japon tendait la main à la Chine, eh bien, la Chine n'a jamais répondu présent. La Chine n'a jamais envoyé des experts pour non seulement contrôler, mais envisager une piste de sortie qui arrangerait tout le monde. Donc, je crois que la Chine est restée calquée, et reste toujours calquée sur sa position, et ça ne va pas avancer les différents enjeux au sein de cette sous-région qui demeure très inquiétante parce que derrière, vous avez la Corée du Nord qui soutient la Chine et la Corée du Sud, manifestement, tend aujourd'hui les bras au Japon. Et ça, c'est des perspectives qui peuvent inquiéter pour l'avenir. Je continue à penser et à croire que la volonté manifeste aujourd'hui du Japon n'est pas d'aller à un conflit ouvert avec la Chine parce que le Japon n'a pas les moyens pour cela aujourd'hui. Et techniquement, si on se réfère à ça, le jeu de l'équilibre des puissances risque de continuer et tout le monde pourrait s'en frotter les doigts. Alors justement, en parlant de puissance, certains consultants géopolitiques, analystes et autres estiment que la bataille qui se joue actuellement par rapport à cette eau de Fukushima a des ramifications plus larges de part et d'autre. Nous avons la Chine qui a son allié la Russie et nous avons les États-Unis et nous avons le Japon qui a comme allié les États-Unis. Oui, vous faites bien de rappeler ce contexte géopolitique. C'est la toile de fond absolue de cette affaire-là. Elle est immuable et la responsabilité des uns et des autres sera de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'escalade. Parce que potentiellement, et là on n'a pas entendu leur nom, mais vous venez d'évoquer ça subrepticement, les États-Unis brûlent d'impatience de contingenter, de bloquer la Chine dans son expansion, dans son évolution. Mais pour une fois, c'est un allié des États-Unis qui est en situation offensive. Donc jusqu'à quel point les Américains se retiendront-ils de verser de l'huile sur le feu? Et peut-être qu'à l'inverse, avec les Russes, ils sauront être des médiateurs dans cette affaire-là. Des Russes médiateurs? Oui, il arrive que sur d'autres terrains, les logiques ne soient pas forcément frontales. Et parfois, on contourne, on diffère le moment de s'affronter. Donc, vous voyez déjà la Russie tout go médiateur par rapport à non, parce ce que sujet? Il va falloir aussi dialoguer par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et Tchernobyl, ça paraît loin. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, ne serait-ce que sur le plan nucléaire, parce que là, si ça pète, c'est tout le monde qui en prend plein la gueule. Donc, à un moment donné, chacun doit avoir du discernement, de la mesure, et donc, qui sont ceux qui peuvent aider les uns les autres à s'entendre, à calmer un peu les choses. La Chine non plus n'a pas été si exemplaire que ça par rapport à la Covid. Elle n'a pas ouvert le Wuhan à tout le monde. On n'a pas vu clair dans ce qui s'est passé. Là, même si, en même temps, il faut se garder de prendre pour argent comptant tout ce qu'on a accusé, tous les péchés d'Israël dont on a voulu accabler la Chine par rapport à cette histoire de Covid. Là, Donc, vous voyez, selon les moments, selon les circonstances, en gros, les uns les autres sauront probablement quoi faire. Mais ça ne nous rassure pas quand même que nous n'avons plus de sécurité en réalité. Certainement. Hamza, tu veux très rapidement renchérir oui, j'allais rajouter sur le paillasson. J'allais juste ajouter que tout ce qui se passe aujourd'hui dans cette partie, dans cette région du monde doit nous rappeler
le danger du nucléaire. On ne l'a pas dit, mais c'est parce que justement le nucléaire a été mis en avant, on peut le dire, hein, comme étant énergie propre, etc., que cette catastrophe est survenue. Donc, le nucléaire est un danger pour l'humanité. Et je pense que les conséquences aussi, hein, je peux comprendre la Chine, même si je dis ils auraient dû se comprendre par rapport à la finalité de la question en s'impliquant sur les pistes de sortie. Mais je peux comprendre la Chine par rapport au danger de ce que peut constituer plus tard le rejet de ces déchets, de ces eaux, je vais dire, contaminées dans le Pacifique. Ça risque d'être dramatique pour l'humanité tout entière, pas que pour la Chine. Et la Chine étant le garant, le gendarme de cette région, eh bien cela aussi peut se comprendre. Donc il est très important que pour l'avenir en tout cas, qu'on puisse ranger le nucléaire, pourquoi pas, dans nos greniers. Qu'on retourne à l'âge de pierre. Ah non, du tout pas, c'est pas ce que je dis. Retourner à l'âge de pierre, c'est pas pour demain, ça va pas revenir. Hein? Ah non, mais quand on parle d'énergie propre, j'aimerais bien qu'on exclue le nucléaire parce que quand on voit ses impacts sur l'environnement, surtout en cas de désastre, on ne peut pas prévenir un séisme, on ne peut pas prévenir... Donc, que les pays africains n'envisagent jamais de recourir à la solution nucléaire qui pourrait les aider quand même à se développer. Alors, ça c'est un autre débat. Ça c'est vraiment un autre débat. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE TV, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi 3 juillet 2023. J'ai reçu pour vous Hamzat Abdoulaye, expert en relations internationales, et Joël Ataï-Guédegbe, expert en gouvernance. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le lundi prochain.